L'évolution des libertés individuelles et la croissance des échanges économiques sur le net ont créé les conditions idéales pour le développement des activités criminelles dans les cyberespaces. Les menaces sont légion. On observe le vol des données, l'espionnage, les attaques au système informatique, l'atteinte à la vie privée ou encore l'atteinte à l'image des entreprises. Face à ces fléaux, malgré la mise en place des politiques de cybersécurité, les cyberattaques, jour pour jour, s'intensifient sur les infrastructures stratégiques et les systèmes d'information. Nous pouvons donc affirmer sans risque de se tromper que la cybercriminalité de nos jours reste un défi planétaire pour les États, les organisations et les particuliers. L'émission Parole d'experts que nous allons suivre nous donnera les éléments de réponse pour appréhender et comprendre ou encore lutter contre le phénomène de cybercriminalité. Bonjour mesdames et messieurs et merci de suivre ce nouveau numéro de Parole d'experts. Les technologies de l'information et de la communication apportent des changements indéniables dans les sociétés partout dans le monde. Elles améliorent la productivité des industries traditionnelles, révolutionnent les méthodes de travail dans l'administration et remodèlent les flux de transfert de capitaux en les accélérant. Or, cette croissance rapide a également rendu possible de nouvelles formes de menaces et de criminalité liées à l'utilisation des technologies de l'information et de la communication appelées cybercriminalité. Harcèlement, chantage, fraude bancaire, usurpation d'identité, espionnage et bien d'autres. Aucun internaute n'est aujourd'hui à l'abri d'être un jour victime de la cybercriminalité. Un phénomène qui ne cesse de prendre de l'ampleur dans le monde. Malheureusement, la lutte contre ce phénomène est loin d'être facile. Plusieurs obstacles juridiques et surtout techniques se dressent devant les efforts menés pour lutter contre cette forme de criminalité. Dans cette émission, nous allons aborder plusieurs questions autour de la cybercriminalité et cela se fera avec le professeur Mamoudou Niane. Bonjour professeur. Bonjour Florent. Monsieur Mamoudou Niane, vous êtes professeur des universités, expert en droit du numérique, enseignant à l'université Gaston Berger, Saint-Louis, secrétaire permanent de la Commission nationale de protection des données au Sénégal. Avec vous, nous allons aborder les questions liées à la cybercriminalité qui est un phénomène planétaire aujourd'hui, nouveau défi. Alors, monsieur Florent l'a aussi rappelé, aujourd'hui on parle de plus en plus de la cybercriminalité. Quand on parle de la cybercriminalité, on fait allusion à quoi? Bonjour Chantal, merci pour votre question. Quand on parle de la cybercriminalité, on parle d'un phénomène classique, c'est la criminalité, mais qui est rapporté au cyberespace. Donc, le préfixe cyber permet d'envisager la criminalité dans le cyberespace ou dans Internet de manière plus simple. Donc, la cybercriminalité, c'est l'ensemble des règles de fond, c'est-à-dire liées aux infractions, aux incriminations et les règles de procédure qui sont appliquées à la criminalité observée dans le cyberespace. Quelles en sont donc les causes de la cybercriminalité? Les causes, c'est juste la juxtaposition en fait de la criminalité qui existait dans le monde réel au monde virtuel et la commission de nouvelles infractions liées à l'existence justement d'Internet. Donc, si nous voulons analyser les causes profondes, il faut recourir à la psychologie criminelle, il faut recourir aussi à l'adaptation des criminels classiques à leur nouvel environnement où ils voient des opportunités. Alors, selon d'autres experts en la matière, les premiers cas de cybercriminalité ont eu lieu avant même l'Internet et étaient liés au vol des données. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui la cybercriminalité pose problème?
Parce que non seulement ce que vous avez dit est vrai, mais le phénomène a pris des ampleurs telles que plus personne n'y échappe. Peut-être qu'avant, il fallait disposer de l'infrastructure d'Internet, il fallait disposer de l'outil pour pouvoir être victime de ces agissements. Vous le savez sans doute, le taux de pénétration par exemple, du mobile en Afrique est tel que c'est un phénomène qui est susceptible de toucher partout, toutes les populations, qu'elles soient urbaines ou rurales. Nous avons aussi des pratiques liées à l'utilisation du mobile banking. Nous avons aussi d'autres usages d'Internet qui nous exposent. Donc, on en parle parce que, un, c'est un phénomène nouveau. Deux, c'est un phénomène planétaire qui n'épargne personne. Trois, c'est un phénomène dangereux qu'il faut combattre. Donc, tout le monde en parle pour ces quelques raisons, entre autres. Alors, professeur, les ordinateurs, les réseaux sociaux, les réseaux informatiques et Internet ont été conçus pour la création, le stockage et le transfert d'informations gouvernementales et des données d'entreprise, des informations très utiles pour les individus ayant des bonnes intentions. Comment les cybercriminels arrivent à accéder à ces informations? Ils utilisent plusieurs techniques, dont les techniques les plus simples et les plus efficaces, c'est l'ingénierie sociale. C'est-à-dire qu'ils exploitent nos peurs, nos vulnérabilités, notre cupidité pour pouvoir atteindre nos données. C'est l'exemple des mails que l'on reçoit qui nous promettent des gains, qui nous mettent en contact avec de potentiels héritiers, etc. Là, on utilise la cupidité de l'homme pour pouvoir l'atteindre et l'inciter à donner des informations qui puissent permettre de soutirer quelque chose. Ensuite, on exploite nos peurs, on exploite nos failles. L'autre penchant de l'ingénierie sociale, c'est la paresse de l'homme à trouver des réponses sûres à certaines problématiques. Je prends un exemple très concret, c'est le mot de passe. Le réflexe le plus naturel, c'est la date d'anniversaire, de naissance de ses enfants, la date de mariage, ou les séries à retenir très simplement, AZERTY, 1, 2, 3, 4. Donc, on est dans cette zone de confort qui nous incite à choisir des choses très simples et qui peuvent être facilement décryptées par les cybercriminels. Rien qu'en utilisant la force brute d'une application ou d'un logiciel qui permet de décrypter ces mots de passe. Ensuite, il y a les bandes organisées qui sont très pointues, très organisées, qui mettent au point des systèmes avec les logiciels de rançon, vous l'avez vu, qui permettent de chiffrer les données des hôpitaux, des banques, des grandes entreprises. Et contre le versement de fortes sommes d'argent, ils vous remettent une clé qui permet de déchiffrer votre capital informationnel. Le reste, c'est de l'espionnage industriel ou de l'espionnage entre les États ou des organisations étatiques ou non, civiles ou militaires, développent une activité cyber. Nous sommes dans la guerre cyber qui pousse aussi les États, les organisations à se doter d'unités très perfectionnées. Parfois, c'est juste un jeu, ce qu'on appelle le ethical hacking, donc qui pousse des gens, des individus bien intentionnés à révéler les failles de certaines applications de plateformes, des failles de sécurité, afin que ces failles soient corrigées. Il peut arriver qu'entre le moment de la révélation et la correction, qu'un dommage ait lieu. Mais l'intention au début, c'était justement d'éprouver la sécurité de plateforme. Donc les motivations sont très nombreuses, les systèmes, les outils sont très nombreux. Professeur, nous allons coller à ce thème une réalité bien présente en ce moment. Il y a un hôpital qui a été hacké en France. Qu'est-ce qui peut justifier l'attaque d'un centre hospitalier? La plupart du temps, les motivations sont pécuniaires. Donc, c'est des bandes organisées qui volent ces informations et qui demandent de l'argent en contrepartie. Mais les données médicales sont des données extrêmement sensibles qui peuvent remettre en cause beaucoup de choses. Imaginez que l'on chiffre les protocoles médicaux qui permettent d'avoir un diagnostic des malades, qui permettent d'avoir le protocole de guérison, les médicaments à donner, les heures, la quantité, etc. Si on les crypte, c'est l'hôpital qui ne fonctionne plus et les gens sont en danger de mort. C'est justement le cas de ce centre de santé qui aujourd'hui prescrit les ordonnances sur le papier, alors que tout se faisait sur ordinateur. Comme quoi, avant c'était mieux, comme le disent certains,
on se retrouve donc à cette époque. Mais toujours est-il que ce sont des actions qui sont très, très dangereuses pour la santé publique, pour la sécurité des patients et qui poussent justement les autorités hospitalières à réagir souvent favorablement à la demande des cyberdélinquants. Au-delà de l'exemple des hôpitaux, ils attaquent les systèmes judiciaires, ils attaquent les infrastructures critiques comme les centres nucléaires, etc. Ce qu'on appelle les infrastructures d'importance critique de certains États. Le réseau de transport, le réseau de distribution d'eau, d'électricité, ou un système d'armement. À quel moment une entité est susceptible de faire l'objet d'attaques de la part de hackers ou de pirates? À quel moment? À tout moment. C'est des gens qui, à tout instant, sont en train de tester, d'éprouver des techniques. L'enjeu, c'est de savoir si l'organisation a un plan de résilience ou non. Donc, si vous n'avez pris aucune disposition préalable, dans ce cas, vous êtes victime très rapidement de ces attaques. Mais si vous avez pris les mesures nécessaires, vous pouvez endiguer l'attaque, parce qu'on ne peut pas totalement éviter les attaques, mais vous pouvez l'endiguer, contrôler et répondre de manière efficace. C'est les plans de résilience qui font partie de la cybersécurité, de la sécurité dans les organisations. Mais justement, en évoquant l'attaque de ce centre de santé, alors qu'est-ce qu'il faut faire pour arrêter la cybercriminalité? Plusieurs réponses sont possibles, des réponses au niveau des organisations. Chaque entreprise avec un système d'information doit être dotée d'une politique de cybersécurité, d'une politique de riposte face à ces attaques. Cette politique comprend une dimension purement informatique avec une infrastructure de pointe et à jour, parce que parfois la porte d'entrée est assez facile. Quelqu'un a oublié de faire une mise à jour, quelqu'un a oublié son mot de passe, quelqu'un a oublié de fermer sa session et l'attaque se passe. D'autres fois, c'est beaucoup plus sophistiqué parce que les outils sont là, il faut les contourner. Ensuite, il y a la sécurité comportementale, sensibiliser les agents afin que chacun à son niveau se sente responsable de la sécurité de l'ensemble. En matière de sécurité informatique, on définit le niveau de sécurité par rapport au maillon le plus faible de la chaîne. C'est-à-dire que l'agent le plus imprudent détermine le niveau de sécurité de l'organisation. Si tout le monde est sensibilisé, le niveau de sécurisation est très élevé. Ensuite, il y a la réponse coordonnée au niveau de chaque État. Les États doivent être dotés de CERT. C'est des centres de réponse aux attaques informatiques qui visent les infrastructures d'importance étatique ou qui visent les organisations ou nos grandes entreprises. Dans ce cas, ces structures sont chargées d'apporter leur soutien et de veiller à la coordination de la réponse qu'il faut adresser à l'attaque. Maintenant, si la cybercriminalité touche les infrastructures militaires et autres, je pense que les armées de nos jours, les armées modernes, disposent d'équipes de cybersoldats qui sont capables de faire face, en principe, à ces menaces. Professeur, quels sont les défis de la cybercriminalité et quelles sont les solutions pour lutter contre ce fléau? Le défi de la cybercriminalité, c'est un défi qui prend plusieurs formes, si vous voulez. Il y a beaucoup de défis par rapport à la cybercriminalité. C'est d'abord de comprendre le phénomène afin d'anticiper les attaques. Et l'autre défi, c'est de pouvoir apporter les réponses qu'il faut au moment qu'il faut. Parce que si vous n'apportez pas la réponse qu'il faut au moment qu'il faut, la réponse devient impertinente. Nous sommes dans une époque et dans une réalité où le temps et l'espace ont souvent l'habitude d'être instantanés, d'être inextricables. La solution, c'est tout de suite, parce que l'attaque, c'est tout de suite. L'attaque n'attend pas, donc la réponse, c'est tout de suite. Vous n'avez pas le temps d'avoir des plans élaborés, des réunions où vous prenez votre temps, comme nous aimons le faire parfois. Là, vous n'avez pas le temps. C'est l'attaquant qui dicte le tempo. Donc, la meilleure solution, c'est d'avoir une politique de cybersécurité sur plusieurs échelles, au niveau national, au niveau des collectivités publiques, au niveau des entreprises privées et au niveau individuel. Ce plan va permettre à chaque fois de tester notre niveau de sécurité et de résilience. Parce qu'il ne faut pas attendre que l'attaque ait lieu pour pouvoir apporter une réponse. Toutes les organisations doivent être en mesure de tester la fiabilité de la sécurité informatique pour pouvoir y apporter une réponse. Mais ça, c'est un défi purement technologique. Ensuite, il y a le défi
si vous voulez, un défi environnemental, un défi politique. C'est la coopération entre les États. La cybercriminalité, c'est un phénomène qui est transnational. Et en raison de ce caractère, les États ont un défi de coopération, ont un défi d'entraide, afin que les États les mieux préparés aident les États les moins préparés à atteindre un niveau de sécurité optimal, afin que la cybersécurité ou la lutte contre la cybercriminalité devienne l'affaire de tous. N'oublions pas que si on se dit que cela ne se passe que chez le voisin, on risque d'en subir le contre-coup dans un monde interconnecté. Donc il y a ce défi. Il y a un défi aussi d'ordre, c'est normal que je le dise, c'est une déformation professionnelle, un défi d'ordre académique. C'est la formation des futures générations et des élites. Un pays où les gens ne sont pas formés n'a pas d'avenir face à la cybercriminalité, aux questions de cybersécurité. Il faut que les gens soient bien formés, que les établissements de formation soient à niveau et que l'enseignement dispensé réponde aux préoccupations de l'heure. Donc, il y a aussi des défis économiques. La cybercriminalité, c'est de l'argent que l'on perd. C'est des milliards de francs CFA que l'on perd. Oui, l'Afrique perd énormément. Donc, cette déperdition d'argent doit être endiguée. Donc, le défi économique en combattant la cybercriminalité, c'est de pouvoir justement préserver cet argent qui peut être investi utilement. Il y a aussi le défi, un défi qui est sociétal. C'est la santé, c'est la sécurité des enfants et des adultes aussi. En parlant des enfants, je parle de l'exposition, du cyberharcèlement, de la pédopornographie, de la pédophilie qui prend ses racines dans la vulnérabilité des gens qui sont exposés via les réseaux sociaux. Aussi, il y a la santé mentale des adultes avec le cyberharcèlement, même dans les lieux professionnels, le cyberespionnage, etc. Donc, vous voyez que les défis touchent en réalité toutes les activités humaines qui sont objets de cybercriminalité. Donc, professeur, les cadres légaux actuels sont-ils adaptés à ce phénomène? Sinon, quelle réponse juridique ou judiciaire pour y faire face? L'adaptation est un processus, selon ma compréhension de la chose. On n'est pas adapté d'une manière définitive et le temps s'arrête. L'adaptation est un processus continuel. Donc les cadres réglementaires, les cadres législatifs doivent suivre cette temporalité de la cybercriminalité. À un moment donné, sa législation est bonne. 2 secondes après, il y a une rupture technologique, ce que l'on appelle une disruption, et notre législation est obsolète. Donc il y a un besoin de veille. Quelle que soit la pertinence de nos textes, il y a un besoin de veille qui doit nous permettre d'adapter le droit pénal et le code de procédure pénale. Et là, je vous fais une confidence qui va peut-être mettre à mal les juristes. De plus en plus, on se pose la question de savoir si la loi est la bonne réponse à la cybercriminalité. Ne l'est-elle pas? Ça dépend de quelle loi, parce que les lois mettent du temps à être adoptées. Il faut réunir des experts, qu'ils écrivent des commissions, en discuter, aller devant le Parlement, voter la loi, oui, attendre l'entrée en vigueur avec la promulgation, on publie au journal officiel et ensuite les gens sont sensibilisés, s'approprient la loi avant qu'elle ne devienne véritablement efficace. Vous voyez le temps que ça prend? Les cybercriminels sont dans l'immédiat. Ce qu'on préconise aujourd'hui, eu égard à l'intelligence artificielle, c'est les bacs à sable, la théorie des bacs à sable. Est-ce qu'on ne doit pas aller vers des textes à titre d'expérimentation? Et si ça ne marche pas, on les change sans passer par ce carcan qui est très lourd et qui prend du temps. Est-ce la bonne démarche? L'avenir nous le dira. Professeur, puisque nous parlons de la criminalité, nous ne pouvons pas parler de la criminalité sans pourtant parler des cybercriminels. Alors, il y a une question qui me taraude l'esprit. Je me dis, comment est-ce qu'ils opèrent? S'infiltrent-ils dans une entreprise ou dans une maison pour voler ces données? Ou comment est-ce qu'ils opèrent, professeur? Ils utilisent juste les possibilités qui sont offertes par la technologie ou par l'être humain. Pour entrer dans l'entreprise, ce n'est pas compliqué. Soit ils utilisent la technique de la complicité. Vous avez un relais au sein de l'entreprise qui vous ouvre une porte d'entrée. Ou bien simplement vous utilisez des objets connectés ou autres que vous placez au sein de l'entreprise qui vous permettent
justement d'avoir toujours accès. Il faut entrer physiquement, parfois dans l'entreprise, pour pouvoir l'atteindre. Parfois, vous utilisez le réseau d'une entreprise qui n'est pas sécurisé. Lorsque l'entreprise ne sécurise pas son réseau, vous l'utilisez. La porte d'entrée peut être un agent, j'oublie mon téléphone, je me fais voler mon ordinateur portable, etc. Et à partir de cette porte d'entrée, je dépose une machine à réparer sans prendre les garanties nécessaires. Le réparateur clone mon disque dur, etc. Donc, il y a toujours un élément déclencheur qui permet d'avoir un accès à une entreprise. Par exemple, je suis dirigeant d'une entreprise, d'une grande entreprise. J'utilise mon mail personnel pour faire passer des informations qui sont sensibles. Les mails personnels ne sont jamais sûrs à 100%, contrairement aux mails professionnels qui peuvent être véritablement sécurisés. Donc, si j'ai l'habitude d'utiliser mon mail personnel pour faire passer des informations ultra sensibles, je ne suis pas à l'abri. Parfois aussi, ce sont des agents qui utilisent souvent les réseaux sociaux, qui ont l'habitude de prendre des photographies, des documents confidentiels ou des procédures confidentielles. Par inadvertance, vous pouvez le partager dans un groupe de discussion. Une erreur est vite arrivée. Et dans ce cas, je mets à nu toute la politique de sécurité de mon entreprise. Si c'est au niveau des États et autres, la dynamique reste la même. Quand on ne protège pas suffisamment son réseau, on n'est jamais à l'abri de cyberdélinquants. Et si vous avez la curiosité d'aller dans le dark web, vous verrez parfois qu'on vend des fichiers qui sont extraordinaires. Par exemple, on peut vendre les données, les noms et numéros de téléphone et date de naissance de tous les citoyens congolais dans le dark web. Et parfois pour des sommes assez modestes. Parce que simplement, on a eu accès à un fichier, par exemple le fichier de l'état civil ou autre, on a eu accès à un fichier qui permet d'avoir ces données et on les vend. Professeur, quelles sont les infractions prévues par la Convention de Budapest en matière de cybercriminalité? Il y a plusieurs catégories d'infractions dans la Convention de Budapest parce que c'est une convention qui vise à harmoniser les législations pénales. Donc la Convention préfère rester dans les grandes catégories d'infractions. La nouveauté par rapport à ce que nous savions, c'est les infractions contre la confidentialité, les infractions contre l'intégrité et les infractions contre la disponibilité des données de manière générale. Que vous le fassiez en attaquant un système informatique ou que vous le fassiez par un autre chemin. Donc, globalement, ce sont ces catégories d'infractions qui sont prévues par la Convention de Budapest. Est-ce qu'on peut dire que la Convention de Malabo est le reflet de la Convention de Budapest dans la qualification des infractions en matière de cybercriminalité? À un moment donné, parce que la Convention de Budapest évolue avec des protocoles additionnels qui essaient d'adapter la Convention, alors que la Convention de Malabo, depuis 2014, n'a pas véritablement bougé. Il y a certaines des infractions qui peuvent être retrouvées, mais ce n'est pas l'exacte copie de la Convention de Budapest. Par contre, certains des États africains ont adapté leur code pénal en prenant de nouvelles lois. Ces États mettent en place des infractions qui sont similaires à celles prévues par la Convention de Budapest. Mais ce n'est pas le seul outil ici, vous me permettez de donner un autre exemple. Toujours avec Interpol, il y a une volonté avec Interpol de procéder à une classification des infractions faisant l'objet d'une double incrimination, histoire d'avoir une cartographie claire avec une nomenclature claire pour aider dans la demande de coopération et d'entraide à viser les infractions qui sont susceptibles d'avoir des réponses adéquates. Comment, professeur, les États et les entreprises devraient faire pour se protéger, notamment protéger leurs infrastructures critiques face aux cybercriminels? La meilleure solution, c'est d'être autonome et souverain. Tant qu'on dépend de l'autre pour sa technologie, la protection n'est que relative, à mon avis. Évidemment, ce que j'ai dit n'engage que la personne que je suis, mais si on part de l'expérience des faits divers et des décisions de justice rendues récemment, on se rend compte que dans un contexte de dépendance, on n'est jamais à l'abri de backdoors, c'est-à-dire de portes dérobées qui permettent aux fournisseurs ou à un autre État d'infiltrer votre système. Parce que vous n'êtes pas créateur de l'infrastructure, vous n'en maîtrisez pas toutes les subtilités. Donc le premier défi, c'est un défi d'ordre technologique.
qui doit nous pousser à être autonomes vis-à-vis des applications que nous utilisons. Aujourd'hui, certaines plateformes libres permettent de paramétrer et de développer ces applications selon les besoins et selon le niveau de sécurité du pays. L'autre élément, c'est la souveraineté numérique. Il faut entendre par souveraineté numérique le contrôle des données qu'un État produit à travers ses institutions, ses organisations et à travers sa population, ses entreprises. Ces données doivent pouvoir être contrôlées en maîtrisant la localisation de ces données. Les Africains, par exemple, peuvent mutualiser leurs ressources et créer des serveurs qui seraient en Afrique et hébergeraient les données des Africains en Afrique avec des niveaux de sécurité très élevés. Ensuite, il faut faire un dispatching entre les données critiques et les données qui peuvent être réutilisées pour favoriser l'innovation. Les données critiques bénéficient d'un niveau de protection très élevé et doivent nécessairement rester dans les pays individuellement. C'est à ce prix qu'on est souverain, car on est libre de déterminer la politique d'utilisation ou de réutilisation des données. Mais tant que nous dépendons de l'autre, nous ne sommes pas sûrs d'avoir un niveau de sécurité optimal. Cela ne veut pas dire s'enfermer. Cela veut dire s'ouvrir, mais en préservant ses intérêts fondamentaux. De plus en plus, on parle de cloud, de conservation des données dans le cloud. Quel degré de sécurité offre ce mode de conservation ou de partage? Derrière le cloud, il y a des serveurs physiques qui sont localisés quelque part. Même si c'est l'accès qui est à distance, les données sont conservées dans des serveurs physiques quelque part dans le monde. Donc, la sécurité, il faut l'envisager sur plusieurs niveaux. D'abord, la sécurité physique de ces installations. Est-ce que ces installations répondent aux normes physiques de sécurité des serveurs? Ensuite, la sécurité au niveau de l'accès, c'est-à-dire des moyens de communication. Est-ce que vous utilisez le Wi-Fi? Est-ce que vous utilisez une connexion filaire classique, etc. pour accéder aux données? Vous êtes vulnérable. Les protocoles qui permettent ces échanges, les protocoles de sécurité, les protocoles de communication entre des objets placés à différents endroits. Il faut qu'au niveau de chaque couche de communication, il faut qu'au niveau aussi des données physiques, que vous puissiez avoir un niveau de sécurité de standard très élevé. Sinon, ça ne sert à rien d'avoir une excellente sécurité des serveurs physiques et que l'accès soit vulnérable et qu'on puisse quand même entamer la sécurité de vos données. D'accord. Peut-on parler de cybercriminalité sans faire allusion à la cybersécurité? Quel commentaire faites-vous, professeur? D'un point de vue académique, oui. Si j'étais dans un amphithéâtre en train d'enseigner, je dirais que la cybercriminalité, ce sont les règles de fond et les règles de forme en matière pénale. Je m'intéresserai d'une part aux infractions prévues et d'autre part aux règles de procédure. Mais n'étant pas dans un amphithéâtre et parlant de manière pragmatique, de nos jours, il est très difficile de faire le distinguo et vous en êtes rendu compte. En parlant de cybercriminalité, je traite aussi de la cybersécurité parce que les deux sont intimement liés. Professeur, face au vide juridique des tribunaux pénaux dans la plupart des pays africains, considérés comme des cyberparadis à connaître des litiges relevant des infractions de cybercrime, face à ce vide juridique, quelle sera la réponse à donner? La première opinion, c'est de nuancer un peu cette situation. En fait, l'incompétence est relative. Matériellement, les textes existent. L'incompétence est relative parce que individuellement, beaucoup de magistrats sont très au fait de ce qui se passe et sont capables d'apporter des décisions assez opportunes. Maintenant, si l'incompétence, c'est la prise en charge globale par le système du phénomène, je suis d'accord qu'il y a beaucoup de points à améliorer parce que nos pays étant à géométrie et à géographie variable face au phénomène de la cybercriminalité, certains sont très en avance, d'autres suivent le pas avec ce qu'ils ont. Parce que les tribunaux, les magistrats ne peuvent réellement travailler que lorsque les outils sont en leur possession. Donc les législations qui n'ont pas encore prévu les infractions nécessaires ni adapté leurs procédures ne permettent pas à ces professionnels du droit de travailler à l'aise. Les législations qui le permettent maintenant doivent les accompagner. Est-ce qu'il faut créer des juridictions spécialisées en matière de cybercriminalité avec des parquets spécialisés, des magistrats du siège spécialisés, des corps d'enquête spécialisés, donc la police, la gendarmerie, etc., les spécialisés?
Certains pensent que oui, cela peut être pragmatique. La spécialisation peut être une voie pour apporter une solution. Ou bien est-ce qu'il faut laisser la justice telle qu'elle, mais adapter les textes et la procédure, ce qui reviendrait aussi à surcharger les magistrats qui auront à traiter des affaires cybercriminelles à côté des autres affaires civiles, commerciales ou pénales qu'ils traitent. C'est une option aussi qui peut être vue, mais le plus important, c'est de leur donner les moyens d'assurer une justice pragmatique. Au niveau africain aussi, on doit aller vers un renforcement des capacités, une meilleure collaboration entre les magistrats. Pour ma part, et c'est une opinion que j'assume, le niveau de coopération n'est pas satisfaisant entre nos juridictions pour pouvoir réfléchir ensemble et de manière tout à fait constructive à la prise en charge de la cybercriminalité. Les pays sont en ordre dispersé et au lieu d'adopter la convention de Malabo telle quelle, qui est le fruit en réalité, la convention de Budapest telle quelle, qui est le fruit d'une collaboration au niveau international, si nous collaborons autour de la convention de Malabo, on peut rehausser le niveau de la convention de Malabo. Le danger avec le transport des législations, c'est de prévoir ou de prendre en charge des réalités qui n'existent pas ici ou de dupliquer des outils qui ne sont pas pertinents dans nos pays. Donc, nous devons travailler main dans la main avec les autres continents dans le cadre de cette approche, mais d'abord répondre aux défis, aux spécificités de l'Afrique. Quels sont-ils et comment y remédier? Nous avons une forme de criminalité particulière que les pays occidentaux n'ont pas forcément et pour lesquels peut-être qu'ils n'ont pas envie de réfléchir. C'est le mobile banking. En Afrique, on utilise énormément nos téléphones comme porte-monnaie électronique avec une digitalisation de l'argent. Les pays occidentaux n'ont pas forcément ce système. Ils ont préféré les cartes bancaires et le système bancaire. Donc, est-ce qu'on doit exporter des modèles qui ne prennent pas en compte toujours nos préoccupations ou est-ce qu'on doit prendre en compte nos préoccupations et essayer de voir ce qu'on a en commun pour les mettre en place? Moi, je suis persuadé qu'il faut d'abord qu'on interroge nos préoccupations, qu'on réfléchisse ensemble. Ensuite, on essaie de connecter les deux réalités. Parce qu'il y a forcément du commun entre ce qui se passe ici et ce qui se passe ailleurs. Professeur, je vous demanderai de regarder droit dans l'objectif et de vous adresser aux juristes, aux législateurs et bien naturellement à la nouvelle génération. Que leur diriez-vous en ce qui concerne la cybercriminalité? Mieux la cybersécurité. C'est l'affaire de tous et nous devons tous nous y mettre. C'est tout ce que je leur dirai. Professeur, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Mesdames et messieurs, Parole d'expert, c'est terminé pour aujourd'hui. Nous vous prenons congé. Rendez-vous la semaine prochaine dans un autre numéro. Merci de nous avoir suivis. Au revoir.